retourne à la Livrock avec des séparations déchirantes et des tensions familiales. Oui, oui, vous êtes bien dans le monde d'Outlander. Et on va décrypter l'épisode 9 de la saison 7. Coucou les addicts. Vous le savez, chaque nouvel épisode d'Outlander est une montagne russe d'émotions et celui-ci ne fait pas exception. Entre des adieux bouleversants, des retrouvailles amères et un avenir plus incertain que jamais, cet épisode 9 nous plonge dans un tourbillon de sentiments. Moi, vous me connaissez peut-être, c'est Aurélie, Outlander Addict, et comme toujours, je suis là pour décortiquer chaque scène, analyser les moindres détails et partager avec vous tout ce qui fait le sel de cette série que nous aimons tant. Lellybrock est-il encore un refuge? Jamie peut-il réparer les erreurs du passé? Et que nous réservent ces adieux lourds de sens? Avant de plonger dans l'analyse, petite parenthèse, vous aimez mes décryptages? Eh bien, vous pouvez soutenir la création de mes contenus en me rejoignant sur Patreon et vous accédez ainsi à des contenus exclusifs. Tous les liens sont en fin de vidéo, mais si vous êtes curieux, c'est par ici, www.deveniraddictofficiel.com. Et c'est parti pour un décryptage intense et plein d'émotions, et je commence avec mes impressions générales. Après 15 mois d'attente, Outlander est enfin de retour avec la deuxième partie de la saison 7. Cette pause prolongée a transformé cet épisode de mi-saison en un véritable événement, presque perçu comme un début de nouvelle saison. Avec toute la promo qu'il y a eu autour, franchement, c'était vraiment le cas. Et je dois vous avouer que j'étais particulièrement impatiente de voir comment la série allait gérer ce moment charnière. Si la pause a créé des attentes plutôt démesurées chez nous tous, fans de la première heure, l'épisode réussit à nous offrir des moments d'une rare intensité émotionnelle et de belles surprises aussi. Au niveau des grandes généralités, ce que je peux vous dire, c'est que le réalisateur, c'est Stewart Swassant, et il fait ses débuts sur la série, apportant un regard frais tout en respectant son essence. Rien de bien différent dans ce qu'on a vu dans l'épisode. Barbara Stefanski, la scénariste, revient après avoir signé d'autres épisodes, notamment The Company We Keep, qui se ressemble s'assemble, c'était en saison 5, épisode 4, et Give Me Liberty, Liberté chérie, l'épisode 5 de la saison 6. Parlons un petit peu du titre, des affaires en souffrance, Unfinished Business en anglais. Ce titre illustre parfaitement les intrigues de l'épisode où chaque personnage doit finalement faire face à des conflits passés et régler des affaires laissées en suspens. Claire tente de se réconcilier avec Jenny, Jamie est confrontée à Lyrie et Ian retrouve les siens. La title card, vous savez, cette petite capsule juste avant le démarrage de l'épisode, après le générique, montre la pierre tombale d'Isobel, et ça prend tout son sens lors de la dernière scène, ou une des dernières scènes déchirantes au cimetière à la fin de l'épisode. Ce détail m'a particulièrement touchée parce que je trouve que ça symbolise parfaitement le thème de la transmission qui traverse quand même plus ou moins l'épisode. Et justement, c'est un épisode, pour moi, qui joue sur la nostalgie et la transmission. On ressent une forte empreinte de mélancolie et de nostalgie, le retour à Lellybrock est fort en émotion, ce lieu emblématique étant presque un personnage à part entière dans la série. Il symbolise à la fois le retour aux racines et puis la difficulté de tourner la page. Et ainsi, l'épisode explore les thèmes des adieux, des réconciliations et de la transmission à travers les confrontations entre les différents personnages, et on va y revenir bien plus en détail plus tard. Et il montre à quel point les personnages cherchent à résoudre des conflits du passé tout en laissant une trace durable, que ce soit à travers leurs descendants, des pierres tombales ou des lieux chargés de souvenirs. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur le rythme et la construction narrative de cet épisode 9 ? Alors, je l'ai dit, épisode de transition qui prend quand même le temps de poser ses enjeux sans tomber dans une espèce d'inertie, et ce qui m'a particulièrement impressionné, c'est la manière dont l'épisode jongle entre les différentes lignes de temps. Et j'ai adoré ces transitions fluides entre présent et passé, et notamment lors de cette scène magistrale où Roger et Joanie frappent tour à tour à la porte de Lellybrock. C'est exactement ce genre de parallèle qui donne à la série sa profondeur émotionnelle. Et les monologues intérieurs ajoutent également de la profondeur. D'abord celui de Jamie qui ouvre l'épisode et puis qui fait écho aux lettres laissées à Roger et Brianna. Il y en a une petite mention dans l'épisode, dans la fin de l'épisode. Et bien que la diction de Jamie ou de Sam soit un peu mélodramatique, ce monologue s'inscrit dans l'atmosphère de l'épisode. Alors, pour ce qui est du monologue de Roger, là c'est un vrai point fort, en tout cas de mon point de vue. Parce que ce monologue allie introspection et puis ironie aussi, qui permet d'apporter une légèreté bienvenue à une situation qui pourrait franchement être perçue comme dramatique, et qui l'est.
c'est même pas simplement du domaine de la perception. Sa condition d'homme du XXe siècle coincé dans une époque qui n'est pas la sienne est quand même plutôt absurde, faut l'avouer, à l'image de ce que Claire vivait en fait en saison 1 et dans les premiers épisodes. Et ce procédé permet un rappel constant de la situation dans laquelle se trouve Roger et nous plonge davantage dans son ressenti, ce qui rend son dilemme plus tangible. Alors la question de ce fameux retour en Écosse, moi, ça suscite des sentiments un peu mitigés. Si bien sûr on éprouve de la joie à retrouver ces paysages emblématiques, la cornemuse qu'on entend au tout début d'épisode, et puis des lieux mythiques, là c'est bien présent. Enfin, moi j'étais super contente de savoir que la série retournait en Écosse et à Lallybroch. En revanche, le temps passé sur place est quand même franchement court. En effet, on sent que la page de l'Écosse va se tourner très vite. Yann et Claire s'en vont, et Jamie s'en ira quand Yann sera décédé, et on sent que ça ne va pas tarder. Donc ce retour trop bref peut laisser un léger sentiment de frustration chez les fans, dont je suis, mais je dois avouer que je comprends, parce que l'histoire doit avancer, et l'histoire de nos héros ne se situe plus en Écosse, et ça c'est un thème que je vais développer. Alors j'ai vérifié les dates de tournage pour ce bloc d'épisodes 9 et 10, et c'était à peu près entre le 17 octobre et le 20 novembre 2022, en plein automne donc. Et il est évident que cela a posé quelques contraintes à la production. Les conditions météo en Écosse à cette période peuvent en effet être très difficiles, et ce qui explique pourquoi de nombreuses scènes ont été tournées en intérieur. Je vous dis ça parce que j'avais ce sentiment, cette frustration de finalement peu voir l'Écosse dans l'épisode. Et c'est un choix qui, bien que frustrant, parce qu'on aurait aimé plus de plans en extérieur, on comprend, ça a été guidé par une nécessité logistique. J'aime bien vous parler en quelques mots de l'adaptation roman-série, et pour cet épisode, je peux vous dire que certaines scènes iconiques des romans sont adaptées avec une grande justesse, et je pense notamment à la visite de Jenny et Yann au cimetière. Toutefois, quelques changements notables apparaissent, et je cite 2 exemples. Dans les livres, Jenny rit lorsqu'elle découvre Yann et son apparence physique, alors que cette émotion a été largement atténuée dans la série, et j'y reviendrai. Et deuxième exemple important, le motif du départ de Claire vers l'Amérique est traité d'une manière complètement différente. Ces choix d'adaptation répondent à des contraintes narratives et des contraintes de production. Le rire de Jenny, qui fonctionne bien dans le roman grâce à un contexte qui peut être détaillé par Diana Gabaldon, aurait pu quand même être perçu nettement différemment à l'écran. Alors que le départ de Claire a dû être repensé en raison de la disponibilité ou de l'indisponibilité de certains acteurs. La série reste fidèle à son ADN en multipliant les références internes aux saisons passées qui ravissent les fans de longue date dont je fais partie. Et parmi les plus marquants, je citerai le retour de Lyrie et Johnny, Ned Gowan, toujours en vie, mais sans ses dents, la chambre du Laird où Claire et Jamie se sont déclarés leur amour, la veste en cuir de Jamie qui a appartenu à Brian et qu'on lui voit porter dans l'épisode, la mention de la grotte où Jamie s'est caché après Culloden. Alors pour finir, j'ai envie de vous dire que cet épisode, on a le sentiment que c'est un épisode de début de saison parce que ça fait 15 mois qu'on attend. Pour autant, ça reste techniquement un épisode de milieu de saison, l'épisode 9 d'une saison 7 de 16 épisodes. Et donc, bien qu'il manque un impact majeur au début de l'épisode, comme on aurait pu s'y attendre en fait sur un épisode de début de saison, la fin marque quand même un tournant décisif avec cette révélation autour de Gillis Duncan. Et puis, en prime, on a cette lettre de Lord John qui force Claire et Jamie à précipiter leur décision, et ce qui marque un point de bascule et qui relance pleinement les enjeux pour la suite. Avec un équilibre parfait donc entre nostalgie et avancée narrative, cet épisode 9 relance efficacement la deuxième partie de saison 7 et prépare le terrain pour les grands événements à venir. Si vous êtes habitué de mes décryptages, vous savez qu'après les impressions générales, il est temps que je me penche sur mon moment préféré de l'épisode et sur celui qui m'a le plus agacé. Mon top, mon flop. Et pour cet épisode, les choix se sont quand même plutôt imposés d'eux-mêmes. Je commence par mon top, et mon top c'est le toc-toc à Lallybroch. Il y a des scènes qui marquent, pas parce qu'elles révèlent un événement inattendu, mais parce que leur construction est simplement brillante. Et le montage parallèle entre Roger qui frappe à la porte de Lallybroch en 1739 et Jamie qui ouvre la porte en 1778, pour moi, est un vrai bijou de narration visuelle. J'ai adoré cette scène, même en connaissant déjà son issue grâce au livre, et même si je ne m'y suis pas fait prendre. La mise en scène subtile et le montage malin ont réussi à semer le doute,
y compris chez certains lecteurs. Et si Roger rencontrait Jamie et Claire au même moment? C'est exactement ce genre de tension narrative bien construite qui permet à l'adaptation télévisuelle de jouer avec les attentes du public et de rendre l'histoire encore plus immersive. L'épisode utilise avec intelligence, je trouve, les passerelles entre les époques, et c'est pas juste un effet de style, c'est une véritable façon de nous ancrer dans ces allers-retours temporels et de réaffirmer un des morceaux de l'ADN de cette saga, le voyage dans le temps. Alors pour mon flop, en fait, je n'ai pas du tout aimé, et c'est même un coup de gueule, je n'ai pas aimé la violence des réactions sur les réseaux sociaux au recast de Jenny. Je pensais sincèrement que l'annonce du recasting de Jenny Fraser serait bien accueillie. Évidemment, on était nombreux à espérer que Laura Donnelly, qui a incarné Jenny à merveille dans les premières saisons, puisse revenir. Mais c'est ainsi, l'industrie télévisuelle fonctionne comme ça, il arrive que des acteurs ne puissent pas reprendre leur rôle, pour diverses raisons d'ailleurs. Alors la vraie question, c'est est-ce qu'on pouvait se passer de Jenny dans l'épisode? Franchement, non, pas du tout. Et donc la production a été obligée de recruter une nouvelle actrice. Et pourtant, même en sachant cela, les réactions négatives ont été, je trouve, excessives, complètement injustes vis-à-vis de l'actrice, qui a dû se retirer des réseaux sociaux, tant elle subissait la haine de certains. Pour ma part, j'ai trouvé que Christine Atherton, donc c'est le nom de l'actrice qui a repris le rôle, Christine a livré une performance très convaincante. Elle a su assurer une transition en douceur et donner à Jenny toute la force et la complexité qu'on attend de ce personnage. D'ailleurs, dans plusieurs interviews, l'actrice explique le travail de préparation qu'elle a fait pour respecter l'héritage du personnage, tout en apportant sa propre touche. Et je suis donc choquée par les critiques négatives, parfois très violentes, qui ont circulé sur les réseaux sociaux. C'est vraiment disproportionné, et c'est terrible de voir une actrice attaquée aussi durement simplement parce qu'elle reprend un rôle emblématique. Ça c'est dit. Alors en revanche, une critique que je peux comprendre, et à laquelle je souscris, c'est le choix de la perruque. Franchement, là, c'est vraiment pas une réussite. Je ne sais pas ce qui s'est passé du côté de la production, mais la coiffure de Jenny est un raté total, et nuit un peu, j'avoue, à l'immersion, et au fait qu'on arrive à accepter l'actrice, et je pense que la pauvre méritait tout de même beaucoup mieux. Voilà, ça c'est un peu en guise d'anecdote, c'est pas très grave. Passons au développement de mes thèmes, et vous allez voir, il y en a 5. Je commence avec le premier, les fantômes du passé, affronter ses erreurs et chercher une forme de rédemption. Cet épisode m'a vraiment émue car il montre des personnages contraints d'affronter leur passé avec toute la douleur et l'inconfort que cela implique. Chaque confrontation résonne différemment, mais toutes parlent de ces blessures qu'on pensait avoir enterrées. Que ce soit Claire qui brise enfin la barrière du secret avec les Murray, Jamie qui fait face aux fantômes de son mariage avec Lyrie, ou encore Jenny qui laisse éclater son amertume envers Claire, toutes ces scènes tournent autour d'un même enjeu. Régler les affaires inachevées, même si cela signifie raviver d'anciennes blessures. Et je commence par vous parler par la révélation de Claire. Claire a toujours représenté une étrangeté pour la famille de Jenny. Son retour, après 20 ans d'absence, son comportement parfois difficile à comprendre, et surtout ce secret qu'elle n'avait jamais vraiment pu partager, voyage dans le temps. En révélant enfin la vérité à Jenny, Yann et Michael, elle pose les bases d'une nouvelle relation avec eux, sans mensonge ni dissimulation. Le moment est puissant, car il lève une barrière invisible entre Claire et les Murray. Ce secret, je pense, a toujours été un obstacle à son intégration totale dans la famille, notamment pour Jenny, et il est fascinant de voir comment chacun réagit à cette bombe. Finalement, Jamie et Yann ne sont pas dans un rejet absolu, ils ont toujours eu des doutes. Sur Claire, ils ont toujours ressenti qu'il y avait quelque chose de particulier chez elle. Petit Yann, Jamie et même Murta avaient eux aussi réagi avec un certain pragmatisme à cette révélation, pas un gros choc. Et c'est à peu près de cette manière que réagissent Jamie et Yann. Alors, ce qui est comique quand même, c'est leur hébétude lorsque Claire en parle, leur silence, leur regard. Tout est là pour montrer qu'ils tentent de digérer, de processer cette révélation monumentale. Alors après cette scène, on aurait pu s'attendre à plus d'échanges, des questions, des moments d'étonnement ou de discussions un peu plus approfondies, mais cela ne vient pas. Alors, est-ce que derrière ça se cache une possible scène coupée, c'est-à-dire quelque chose qui aurait été écrit dans le scénario, mais qui finalement n'a pas été soit tourné ou soit monté dans l'épisode?
Et par exemple, l'absence de remerciements pour les pommes de terre, c'est dommage, ça aurait pu ajouter une touche légère à cette situation. Ok, c'est un clin d'œil ironique. La scène de la révélation du secret de Claire m'a laissé donc avec un sentiment mitigé. D'un côté, quel soulagement de voir enfin ce secret partagé, mais de l'autre, j'aurais tellement aimé voir plus de réactions, plus d'échanges. Alors, ça m'intéresse de savoir si vous aussi vous avez cette impression qu'il manquait quelque chose. J'aimerais bien connaître votre ressenti sur ce point et vous pouvez en discuter dans le chat si vous êtes en direct au moment de la diffusion de la première de cette vidéo ou alors en commentaire. Alors on garde Claire et on parle de sa relation avec Jenny parce que l'impact de cette révélation finalement se prolonge quand même dans cette scène marquante entre Claire et Jenny. La confrontation entre ces deux femmes est d'une puissance rare. Alors rare. On a peut-être en tête une scène de la saison 3, épisode 8, mais ici Jenny, donc face à la maladie de Yann, laisse éclater une colère qui cache en réalité une profonde détresse. Ces mots envers Claire sont durs, une femme sans âme. Mais ça révèle toute l'amertume qu'elle a accumulée au fil des années. Alors certes, Jenny finira par s'excuser, mais ce moment témoigne de toute la complexité de leur relation, tiraillée entre confiance, défiance, mais surtout incompréhension. Depuis toujours, Jenny a eu du mal à faire confiance à Claire, et les blessures du passé, le retour soudain de Claire après 20 ans d'absence, et surtout cette tension latente entre elles, ont empêché une réelle réconciliation. Malheureusement, elles n'auront jamais le temps de reconstruire leur relation et je trouve que c'est un gâchis émotionnel. Jenny ne pourra jamais voir Claire comme une sœur et pourtant Dieu sait qu'elles ont partagé des moments d'une rare intensité et d'une rare intimité, notamment dans les premières saisons, dans les 2 premières saisons. On garde Jenny et on parle de cette scène avec Jamie, un moment d'émotion brute. Et je trouve que c'est un des moments les plus marquants de l'épisode, cette scène où Jenny hurle de douleur dans la forêt, parce que son mari est en train de souffrir et qu'elle sait qu'elle va bientôt le perdre. Je disais émotion brute, c'est poignant. Et on assiste entre le frère et la sœur à des rôles inversés. Habituellement, Jenny est celle qui tient tête à Jamie, mais ici, elle se repose vraiment sur lui. Jamie s'adresse à Jenny en lui rappelant sa force, son endurance, tout ce qu'elle a traversé. Et ça m'a rappelé la liste que Claire avait faite dans l'épisode 12 de la saison 5. Vous savez, où elle dit « j'ai survécu, alors j'ai connu 2 guerres mondiales, j'ai perdu 2 maris, j'ai perdu un enfant et j'ai survécu et je n'ai pas me laisser abattre par ça, entre parenthèses son viol ». Et là, c'est Jamie qui énonce la liste de tout ce que Jenny a déjà enduré et lui dit qu'elle ne va pas se laisser abattre par le décès de son mari. Leur relation entre deux est souvent teintée de tension et de non-dit, mais ici, il y a une sincérité réelle qui montre toute la profondeur de leur lien. Et on se souvient aussi de cette scène très sincère au cimetière dans la saison 1. Et on notera au passage, et là je fais une parenthèse, que le cimetière quand même a beaucoup changé. Alors saison 1, on était en 43, 44, par là. Et donc là on est en 78. Alors peut-être que les Murray ont fait un peu de maçonnerie. On va dire ça. On garde Jamie et on parle de sa scène avec Lyrie, mais d'abord cette annonce de Jamie à Claire qui lui dit qu'il doit aller voir Lyrie, et on voit la réaction de Claire. Sa jalousie n'a pas totalement disparu. Alors, c'est une scène très crédible. Lorsque Jamie parle de son intention de voir Lyrie, on sent immédiatement une tension. Claire ne dit rien, mais son regard et son attitude en disent long. Il y a un petit reste d'amertume. Elle sait que Jamie l'aime, elle sait que son mariage avec Lyrie n'avait rien de passionné, il n'y a aucun souci avec ça. Mais l'idée qu'il ait partagé un pan de sa vie avec une autre femme et avec cette femme-là, ça reste quand même une petite épine dans son cœur. Et ça crée une dynamique intéressante parce que Lyrie finalement est un fantôme du passé de Jamie. C'est aussi un peu un fantôme du passé pour Claire. C'est cette présence qui ravive des sentiments quand même des sentiments jaloux de Claire. Et si Lyrie est un personnage que les fans adorent détester, la scène entre elle et Jamie lui rend justice en nous offrant un échange puissant. Lui, il lui rend visite pour mettre fin aux tensions entre eux, il essaye de faire amende honorable, mais Lyrie n'a pas oublié, ne lui pardonne pas son mariage désastreux. Elle ne décolère pas contre Jamie et lui reproche non seulement leur mariage raté, mais surtout le fait qu'il ne l'ait jamais aimé.
Et Jamie le reconnaît. Vraiment, là, pour une fois, les mots sont dits. Et elle lui lance à la figure une vérité cinglante. Jamie n'a jamais eu besoin d'elle. D'ailleurs, entre parenthèses, elle ne lui lance pas que ça à la figure. Et Jamie reconnaît ses torts. Il admet, en quelque sorte, qu'il l'a utilisé. C'est pas vraiment le bon terme, mais tout ça donne du poids à la colère de Lyrie. Et l'altercation physique entre eux, l'intervention de Joey, le manutentionnaire agricole, on va l'appeler comme ça, parce que pour l'instant, c'est ce qu'il est. La manière dont Lyrie expose enfin ses griefs avec clarté, moi je trouve que tout ça fonctionne très bien dans la scène. C'était assez réjouissant de voir cette scène. Il y a de la colère, de la rancune, mais aussi une forme de vérité brutale dans cette confrontation. Lyrie n'est pas seulement la femme jalouse et aigrie que l'on connaît. Ici, on la sent aussi comme une femme blessée, qui a été utilisée, ou en tout cas qu'on n'a pas épousée pour les bonnes raisons, et qui en souffre encore. Un personnage qui finalement inspire, en tout cas pour moi, une certaine compassion. Après avoir été vue comme une antagoniste, Lyrie apparaît comme une femme qui n'a jamais trouvé son bonheur. Et son arc narratif trouve une conclusion appropriée. Alors l'épisode nous montre que parfois certaines blessures ne peuvent pas être totalement guéries et que l'on doit apprendre à vivre avec. Toutes ces confrontations apportent une profondeur bienvenue à l'épisode, et bien qu'elles ne soient pas toujours totalement satisfaisantes, elles permettent de clore certains arcs narratifs avec cohérence et émotion. Et je passe à mon deuxième thème, et je vais vous parler de Lady Brock, entre héritage et rupture. Si affronter son passé est une chose, savoir où se situe son avenir en est une autre. Et cet épisode illustre parfaitement le sentiment d'exil intérieur que peuvent ressentir ceux qui reviennent chez eux après de longues années d'absence. Lady Brock, ce foyer tant aimé de Jamie et Petit Yann, n'est plus tout à fait le même, mais en fait eux non plus. Ils sont des voyageurs sans véritable port d'attache, contraints d'admettre que leur maison ne leur appartient plus complètement. Jamie, c'est le premier à s'exprimer, on le voit avec Claire dans la chambre du Laird. Il exprime un profond sentiment de décalage, dès son retour à Lady Brock. Ce lieu chargé d'histoire et les personnes qui y vivent ont beaucoup changé, et il partage avec Claire son impression d'être un étranger chez lui, faisant écho au bouleversement qu'elle avait ressenti en traversant les pierres. En quelque sorte, Jamie est devenu un Outlander dans son propre monde, et cette sensation est renforcée par les changements survenus en son absence. Il retrouve sa maison, mais il est conscient que son avenir ne se trouve plus ici. L'Écosse de son enfance et de son passé n'est plus un refuge, et c'est un sentiment doux amer pour lui, clairement. Quant à Petit Yann, l'Écosse ne l'a jamais rejeté, tout est concours de circonstances pour lui, mais lui-même ressent un appel plus fort ailleurs. Il revient chez lui auprès de sa famille, mais réalise rapidement que ce n'est plus ici qu'il doit être. Et je trouve que le parcours de Yann est particulièrement émouvant. Alors, ses tatouages fascinent ses neveux, marquant physiquement sa transformation. Et la scène où Jenny déchire sa lettre pour Rachel m'a brisé le cœur, mais j'ai adoré voir comment cette réaction instinctive de mère protectrice se transforme en acceptation du chemin choisi par son fils. Un Yann différent de celui qui est parti. Il a vécu chez les Mohawks, il a combattu aux côtés de Jamie pour la Révolution américaine. Il a trouvé un sens à sa vie ailleurs. Et son attachement à Rachel, son désir de retourner en Amérique sont autant de preuves que son avenir n'est plus du tout en Écosse. Dans les livres, j'en parlais tout à l'heure, Jenny rit en découvrant l'aspect physique de Yann, une réaction qui a été remplacée dans la série par la curiosité de ses petits-neveux face à ses tatouages. Ben oui, petit Yann est revenu changer, et cela ne se limite pas à son esprit. Son corps porte les marques de son parcours, avec ces fameux tatouages qui fascinent ses petits-neveux, et qui rappellent à tous que Yann n'est plus tout à fait celui qui est parti. Dans le face-à-face entre Yann et Jenny, je le disais, le premier geste de Jenny, c'est de déchirer la lettre. Yann voulait envoyer une lettre à Rachel pour lui dire de ne pas l'attendre, et réaction, moi j'ai été choquée de ce geste de Jenny, mais ça traduit son désir de voir son fils se battre pour son avenir. Et puis, avec une tendresse, teintée de mélancolie, elle l'emmène devant la pierre tombale d'Isobel qu'elle a fait ériger. Un geste plus doux, et qui est un moyen de lui dire que la vie ne s'arrête pas sur un chagrin et qu'il doit avancer. Petit Yann comprend alors que même si son cœur est tiraillé, c'est en Amérique que se trouvent ses véritables attaches. Son père, Yann Senior, on va dire, est plus réfléchi et lui parle avec beaucoup de douceur et plein de sagesse.
message d'amour inconditionnel et d'acceptation. Et lorsque petit Yann parle avec son père, il lui confie, et c'est le premier à qui il confie cela, il confie qu'il a eu un fils finalement avec Emily et qu'il l'a prénommé Ian James en hommage. On comprend que c'est un hommage à son père, bien sûr, et à son oncle Jamie. Ce choix de prénom hautement significatif, car il montre que même si Yann s'apprête à quitter l'Écosse, il exprime et il emporte avec lui son héritage familial et il le perpétue à travers son fils, même si il n'est pas véritablement un père pour son fils. Et c'est un pont entre les générations qui illustre parfaitement le passage entre l'ancien et le nouveau monde. Malgré leurs différences d'approche et de style parental, les deux parents Murray, lui font comprendre qu'il doit poursuivre son propre chemin et bâtir son avenir loin de chez eux. Et j'ai réfléchi à ça et je me suis dit quand même, il y avait d'autres exemples dans Outlander qui montrent que l'amour parental ne consiste pas seulement à protéger et à garder ses enfants près de soi, mais aussi à savoir lâcher prise pour le bien de son enfant. Jenny et Ian font ici ce que d'autres parents ont fait avant eux, accepter la douleur du départ pour donner à leur enfant un avenir meilleur. Et je pense à Jamie avec William. Jamie quitte Elwater pour permettre à son fils d'avoir une vie meilleure, bien qu'il ait rêvé de l'élever. Jamie, on le sait, a toujours rêvé d'avoir des enfants. Et puis Jamie et Claire qui voient partir les Mackenzie, les 4 Mackenzie en début de saison 7, pour que la petite Mandy ait une chance de survivre à son malformation cardiaque. Après avoir exploré les tensions et les sentiments d'exil intérieur, cet épisode met en lumière les adieux marquants qui ponctuent la narration. Qu'il soit entre un père et son fils, entre un homme et sa terre natale, ou entre des personnages qui savent qu'ils ne se reverront plus, ces moments sont empreints d'émotion et de signification, mais au-delà de la douleur de la séparation, ces adieux sont aussi des passages de témoins, des transmissions d'héritage et de valeurs qui perdureront au-delà des absences. Et à ce titre, les adieux à Yann père sont un vrai pur moment d'émotion. Pour moi, cette scène, cette scène qui se prolonge, compte parmi les scènes les plus émouvantes qu'on ait pu voir dans la série. Le choix du kilt comme dernier geste de fierté et d'identité m'a particulièrement émue. Un geste fort, en fait, de la part de Yann, lorsqu'on sait que le port du tartan était encore interdit à l'époque. Alors plus pour très longtemps, mais quand même, 78, c'est encore interdit. Et c'est une manière silencieuse pour Yann, senior, de rappeler à petit Yann ses racines écossaises pour qu'il garde en mémoire l'image de son père tel qu'il était réellement. Et ce n'est pas anodin. Petit Yann, qui est vécu chez les Mohawks et s'apprête à retourner en Amérique, voit ainsi son père dans toute sa fierté écossaise comme une dernière image à emporter avec lui. Et on peut faire un parallèle avec Jamie, en saison 5, épisode 1, ou lors des batailles de Saratoga, ces moments où le kilt devient une affirmation de soi, de son identité et de son héritage. Et la scène, ce plan sous l'arche de Lallybroch, c'est vraiment un moment déchirant. Claire et petit Yann ne reverront jamais Yann. Et cette scène rappelle aussi celle où Claire avait revu l'image de Jenny en pensée, assise sur les marches de Lallybroch dans les années 60. C'était dans le tout dernier épisode de la saison 2. Et donc c'est un adieu très symbolique. On pourrait regretter et se dire qu'il y a un petit couac au niveau scénaristique parce que l'instant d'avant, il y a plein de monde dans la cour et puis d'un coup, Yann est seul sous l'arche et il n'y a plus personne en arrière-plan. En fait, je pense que c'est volontaire et les scénaristes ou les monteurs ou les réalisateurs ont fait ce choix d'isoler Yann pour qu'on garde cette image de lui et que de lui, puisqu'on est sûr que lui, on le reverra plus. Et j'ai envie de dire un mot sur Stephen Cree. Personne tout à fait sympathique, pour qui a pu le rencontrer en vrai, notamment dans les conventions Outlander et je pense à la Lancôme à Paris. Un acteur profondément attaché à Outlander et à ce que lui a offert la série en termes de rôle et puis d'envergure et de lien avec les fans. Mais vraiment, son interprétation est à la hauteur du personnage qui a été créé par Diana Gabaldon. Chaque expression de son visage nous offre quand même une tempête d'émotions. Le dialogue avec petit Yann dans le salon, et puis à la fin, ce sourire résigné, ce regard qui se fige lorsqu'il réalise qu'il ne verra plus jamais son fils. Il joue à merveille, ce père qui essaye d'être fort alors qu'il est brisé intérieurement. Et je conclus ce thème, Lallybroch, c'est plus qu'un décor, c'est un personnage à part entière dans la série. Il y a qu'à voir le nombre de fans qui vont en pèlerinage, je mets entre guillemets, en pèlerinage au château de Midhope en Écosse. Mais pour Jamie et petit Yann,
cette maison n'est plus un refuge. Jamie se sent comme un Aucklander chez lui et petit Ian comprend que son futur est en Amérique. L'épisode illustre magistralement cette rupture entre passé et futur et nous offre des adieux poignants et une transition nécessaire vers de nouvelles aventures. Mon thème suivant, je vais vous parler de Jamie et de ses responsabilités et je trouve qu'il porte un fardeau de plus en plus lourd. Au fil des saisons, Jamie Fraser s'est imposé comme un roc, un homme sur qui tout le monde compte. Et ce qui me fascine chez Jamie dans cet épisode, c'est de voir comment il continue à porter les fardeaux des autres, même quand ses propres épaules sont déjà si chargées. Sa manière de gérer la situation avec Johnny tout en tentant de faire la paix avec Lyrie montre toute la complexité des affaires auxquelles ce personnage que nous aimons tant est confronté. Donc face à Lyrie, donc ce dernier échange, je vais en parler rapidement parce que j'ai déjà développé la scène, mais le retour de Jamie à Lallybroch ne pouvait se faire sans une confrontation avec celle qui fut brièvement sa femme. Et c'est d'ailleurs un des motifs qui a décidé Jamie à revenir en Écosse, ses affaires l'ont réglé. Jamie parvient à calmer les choses et trouve finalement un terrain d'entente avec Lyrie, et cela apporte une conclusion satisfaisante à leur relation compliquée. Et même si nous ne reverrons plus Lyrie, je trouve qu'il est intéressant de noter qu'elle reste fidèle à elle-même, amère, immature, Myrtle l'avait dit, mais lucide sur son rôle dans la vie de Jamie. Et ça me permet de faire le lien avec Johanny, et j'ai envie d'appeler Jamie le père universel. Jamie ne s'attendait sans doute pas à ce que Joanne, la fille de Lyrie, vienne lui demander de l'aide. Pourtant, lorsqu'elle lui fait part de son souhait de devenir nonne et du problème que pose Lyrie, qui refuse de céder sa dot, Jamie prend naturellement, ou en tout cas, il est contraint, mais il prend les choses en main. Peut-être qu'il fait contre mauvaise fortune bon cœur. Mais c'est une scène qui montre la place qu'occupe Jamie dans la vie de Johanny. Malgré leur lien distendu, finalement, il a été un père pour elle pendant je dirais 2 ans, 3. Elle lui fait confiance pour régler ce problème. Jamie semble être celui à qui tout le monde confie ses dilemmes, et ce depuis déjà de nombreuses années, ce qui ne fait qu'alourdir sa charge mentale. Et Johanny voit Jamie comme une figure d'autorité bienveillante, capable de trouver des solutions là où sa mère reste inflexible. D'ailleurs, quand je parle de Jamie, l'homme vers qui tout le monde se tourne, on en reparlera, puisque si vous avez déjà vu les épisodes qui suivent, il y a un autre exemple encore plus flagrant à la fin de la saison. J'ai envie de vous parler là de la séparation entre Claire et Jamie. Alors bien sûr, c'est la lettre de John qui déclenche tout ça. J'en ai parlé en introduction. La décision de Claire et Jamie de se séparer dans l'épisode, pour moi, pose question. C'est le motif. Claire part pour des raisons médicales, pour soigner le neveu de John. Mais ce choix semble quand même moins justifié que dans les livres, où elle reçoit une lettre de Marsali qui lui demande de revenir. Également pour un souci médical, qui est dans la famille. Et je développe pas pour pas spoiler les non-lecteurs. Et puis parce que on peut s'attendre peut-être à ce qu'il y ait des petites choses dans la saison. Donc je ne dis rien de plus. Et donc cette séparation, le motif de la séparation me semble un peu rapide. Mais on va l'accepter. Voilà, c'est comme ça. Ce qui m'a laissé aussi un peu sur ma faim, c'est la séparation entre Jamie et Claire. J'aurais aimé un peu plus d'émotion, un baiser plus passionné peut-être. Je sais que certains fans se sont exprimés sur ce sujet. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous ? Est-ce que cette séparation vous a convaincu ? Et donc Jamie reste une fois de plus seul avec ses responsabilités, sans qu'il ait réellement eu son mot à dire, un fardeau qui ne fait que s'alourdir. Dans l'épisode, tout converge pour nous rappeler que Jamie n'a jamais eu le luxe d'une vie simple. Il est toujours celui qui protège, qui assume, qui porte le poids des autres. Et pourtant, il ne se plaint jamais, ce qui en fait encore une fois le héros tragique et admirable que nous aimons tant. Il est temps de passer à mon dernier thème, et je vais bien sûr vous parler de Roger, Buck et puis aussi Brian Fraser. Et donc, cet épisode 9 nous embarque dans une intrigue parallèle captivante, je trouve, avec Roger et Buck, qui sont projetés dans le passé, mais plus loin que prévu. Et ce détour temporel amène Roger à une rencontre inattendue et émouvante avec Brian Fraser, tout en soulevant des questions sur le rôle de Buck et les enjeux temporels de leur mission. Alors Roger pensait voyager vers Jem, qu'il pensait sans doute être autour de 1778. En tout cas, c'est ce à quoi nous ont habitués les bons temporels des Fraser-Mackenzie jusque-là, 202 ans. Mais il atterrit en 1739 et c'est un choc total.
Cette scène fait écho au voyage de Claire dans l'épisode Sassenard, le tout premier de la série, et comme elle, Roger doit accepter qu'il ne maîtrise pas où et quand il arrive. Sa prise de conscience est lente, il met du temps à comprendre qu'il est encore plus loin dans le passé que prévu, et puis on le voit dans ses monologues intérieurs, il se sent quand même un peu isolé, il connaît rien de cette époque, et puis il n'a pas non plus de repères. Et ça aboutit à une rencontre marquante avec Brian Fraser, et bien sûr, c'est une des scènes fortes de cet arc narratif, c'est leur rencontre. Et le fait que Roger soit dans sa propre maison, mais qui ne lui appartient pas encore, on a ce petit détail touchant, il va, comme pour s'asseoir un petit peu là, poser une fesse sur le bord du bureau, et instinctivement, il se redresse en se disant « mince, en fait, non, je peux pas ». Réaction totalement naturelle, il faut se dire que quelques jours avant, il était encore chez lui, mais ici, dans ce contexte, c'est un geste qui, je trouve, est chargé d'émotion. Et en quelque sorte, Brian Fraser devient une figure paternelle un peu fugace, qui ne sait pas qui est Roger, mais avec qui il échange malgré tout. Il offre l'hospitalité. Enfin, c'est un moment suspendu, un écho à Jamie, qui ne saura peut-être jamais que son père et son descendant ont partagé cet instant. Je pense qu'il est intéressant aussi de se questionner sur Buck, sur son rôle dans la quête de Roger. Est-ce que Buck est un allié, un risque, un problème ? En effet, ce personnage ajoute une complexité à l'arc narratif de Roger. Roger commence à réaliser que le destin de Buck pourrait influencer son propre futur. Il se dit, si Buck mourait, est-ce que je vivrais, moi ? Mais là, je crois qu'il y a un tout petit souci de logique. En fait, je crois que Roger n'a pas besoin de s'inquiéter pour son existence, car en fait, Buck a déjà eu des enfants avant de voyager dans le temps. Et donc, techniquement, c'est ses propres enfants qui vont assurer la descendance, et donc Roger, au bout de la chaîne. Mais cela soulève néanmoins des questions sur les conséquences de leurs actions. Vont-elles impacter la chronologie globale ? Alors, c'est toujours la même chose avec les voyageurs temporels, et on n'a pas de réponse à la question. Alors, autre problème, Buck est malade, il est souffrant. Visiblement, le passage par les pierres l'a un peu secoué. Et cela pourrait changer la donne dans leur périple. Là, on n'en sait pas trop. Roger peut-il vraiment compter sur lui ? Alors pas psychiquement parlant, mais voilà, physiquement. Est-ce que ça va pas être un poids ? Au tout début de l'épisode, Roger et Buck ont pris la décision de se séparer. Je trouve que la décision a été très rapide. Est-ce que c'était vraiment une bonne idée ? Alors, à ce stade, on ne sait pas si cela va les aider ou compliquer leurs tâches. Finalement, on les retrouve réunis à la fin de l'épisode. Et donc, on ne sait pas si Buck joue un rôle clé ou si sa présence est un fardeau pour Roger. À suivre. Autre chose que j'ai envie de dire, c'est que depuis la saison 6, la série a su rendre Roger plus attachant. Et dans cet épisode, le format des monologues intérieurs fonctionne vraiment super bien. Ça fonctionne à merveille pour moi. Cela permet de mieux comprendre son état d'esprit, ses doutes, sa confusion. Et c'est un procédé que j'aime beaucoup car il renforce l'immersion dans son voyage. Mais on aimerait en voir quand même un peu plus de Roger. Richard Rankin a un potentiel énorme et il mériterait plus de place dans son arc narratif au sein des épisodes. Quant à la fin, elle est intrigante. On a ce clin d'œil musical assez glaçant. Ça laisse planer une tension sourde. Et oui, le générique se clôt sur le thème de Gaylis Duncan. C'est pas anodin, ça, comme choix musical. Ça installe une espèce d'atmosphère inquiétante qui laisse entendre que Roger n'est peut-être pas au bout de ses surprises. Et moi, une question me brûle les lèvres. Est-ce que Gaylis reconnaîtra Roger ? Puisque techniquement, avant son propre départ à elle, et c'était dans les années 1962, 8, 2, je sais plus. Elle avait rencontré Roger et Brianna. Alors, je parle de Brianna. Pendant que Roger lutte dans le passé pour retrouver Jem, Brianna a très peu de présence dans l'épisode. On la voit dévastée par la situation, avec des larmes qui coulent et elle essaye de se cacher tout en conduisant avec Mandy à l'arrière de la voiture. Et d'ailleurs, je fais une petite mention aux auteurs et vous avez vu que Mandy n'est pas dans un siège auto, donc ça c'est tout à fait adapté à l'époque, années 80. On n'était pas dans des sièges auto et on n'était même pas attachés. Mais alors en revanche, pour Brianna,
et Mandy, on ne donne aucun indice sur leur avenir. Brianna est seule avec Mandy, son intrigue reste en pause. Ça manque un peu de consistance ici, on espère que la suite lui donnera plus d'épaisseur et d'évolution. Cet arc narratif, même s'il est plus discret dans l'épisode, pose aussi de nombreuses questions sur le futur, en fait. Et donc on verra si les actions de Roger et Buck ont des effets sur la chronologie. J'ai hâte de voir comment les arcs narratifs des Mackenzie en 39 et en 1980 vont pouvoir évoluer et quelles surprises nous réservent les prochains épisodes. Et bienvenue dans cette section que j'ai appelée « Les addicts ont la parole ». Vous le savez, j'adore échanger avec vous autour des épisodes d'Outlander et nous l'avons notamment fait sur Patreon après la diffusion de chaque épisode de cette deuxième partie de saison. Et je trouve que c'est encore mieux quand vos voix viennent enrichir le décryptage. Alors plusieurs d'entre vous ont pris le temps de m'envoyer leurs notes vocales et je les en remercie infiniment. Et dans un instant, vous allez donc entendre leurs réactions, leurs analyses, leurs commentaires et pourquoi pas leurs désaccords avec ce que j'ai pu dire dans cette vidéo puisqu'elles ont pu voir mon décryptage en avant-première dès la semaine dernière. Après chaque extrait, je prendrai quelques instants pour répondre, compléter ou rebondir sur leurs propos que je n'ai encore pas entendus au moment où j'enregistre cette introduction. Et pour vous accompagner dans ce moment d'écoute, j'ai choisi de vous montrer une illustration exclusive de Peachmani, Violaine, l'illustratrice que vous connaissez peut-être et qui réalise beaucoup d'illustrations sur le thème d'Outlander. Si vous ne la connaissez pas, je vous encourage à aller voir sur ses réseaux sociaux et notamment sur Instagram ou sur son compte Patreon. Vous verrez donc cette scène prendre vie sous vos yeux dans un timelapse un peu accéléré de son processus de création. Alors installez-vous confortablement et restez ici, les oreilles grandes ouvertes, et c'est parti. Et nous commençons avec la note vocale enregistrée par Claire. Bonjour, c'est Claire. Tu parles de la jalousie de Claire lorsque Jamie lui annonce qu'il va revoir Lyrie. Jalousie, mais pas seulement. C'est aussi une ancienne douleur, un sentiment d'insécurité qui est réveillé, le sentiment de ne pas savoir où est sa place. Éternel Outlander. Le retour à Lallybroch ravive chez Claire l'époque pénible où découvrir Jamie marié à Lyrie a été une blessure émotionnelle profonde. Claire a douté de sa propre place dans la vie de Jamie alors qu'elle avait tout abandonné pour lui. Elle continue des années après à projeter sur Lyrie sa peur d'abandon. Jamie, lui, ne se sent pas exempt de tout reproche avec Lyrie et vient chercher une réponse à l'échec de leur relation et sans se l'avouer, une blessure d'amour-propre. La réalité de Jamie dans son lit a révulsé Lyrie, éternelle jeune fille qui n'aime Jamie que comme une image fantasmée. Lily hurle enfin une vérité, Jamie ne l'a jamais aimée et n'a jamais eu besoin d'elle, ce qu'il ne peut nier. Alors que Claire est indispensable à Jamie. Paradoxalement, Jamie lui donne un sentiment de sécurité et de stabilité, il la réassure par le fait qu'il a besoin d'elle et qu'il ne la quittera pas. Il n'a jamais été conforté que dans les bras de Claire. L'aveu de Jamie de son besoin de Claire est reçu par Claire comme un témoignage d'amour qui permet d'expulser définitivement le fantôme de Lyrie et d'effacer la peur de Claire de ne pas être à sa place, réactivée à Lallybroch. Mille merci Claire d'avoir un peu plus approfondi l'état d'esprit de Claire par rapport à la confrontation entre Jamie et Lyrie. Et c'est vrai que du coup tu pointes du doigt cette scène qui suit en fait cette confrontation entre Jamie et Lyrie dans la chambre où Claire effectivement fond d'amour pour ce que Jamie est en train de lui dire. Et je n'avais pas du tout mentionné cette scène, donc super. Merci à toi Claire. Et on passe au commentaire d'Annie. Merci Aurélie pour ce décryptage complet et très juste de l'épisode 709. Je n'aurai rien à rajouter. Mon propos serait simplement de réévaluer cet épisode 9 avec une perspective différente. En fait, la décision de la production de couper la diffusion de la saison après l'épisode 8, avec une attente de 16 mois avant la reprise, a grandement influencé la perception de cet épisode. Cela a conduit pour certaines fans, dont moi-même, à une réception quelque peu frustrante de l'épisode 9, qui a été perçu comme un démarrage, plutôt que comme une continuation de la saison. Moi-même, j'attendais de cet épisode plus d'adrénaline et plus de développement des scènes. En revanche, lorsque cet épisode est visionné directement après l'épisode 8 et suivi immédiatement par l'épisode 10, il retrouve tout son sens et son importance narrative et s'intègre plus harmonieusement. Cela démontre l'influence considérable
que les choix de programmation peuvent avoir sur l'appréciation d'un épisode par le public. Ainsi, cet épisode, bien qu'initialement frustrant après cette longue attente, retrouve tout son impact lorsqu'il est replacé dans le flux continu de la saison. Cette mise en perspective et cette nouvelle analyse m'ont permis de mettre en lumière l'importance de la continuité narrative et des choix cohérents qui ont été faits et finalement trouver que cet épisode est riche de scènes, d'articulations à droite autant entre les personnages que les époques. On y découvre de nouveaux fils que la production sait si bien tirer ensuite, comme Diana elle-même. Merci Annie pour ton éclairage. Tu as fait une expérience que je n'ai pas encore tentée, puisque j'ai découvert les épisodes comme nous tous lorsqu'ils sortaient, et pour l'occasion de ces décryptages, je ne me suis même pas replongée dans les premiers. Mais j'avais pas trop de doutes effectivement dans le commentaire que je fais dans le décryptage sur le fait que voilà, un épisode 9, milieu de saison, quand on le replace dans le fil continu comme tu l'expliques, forcément, il fait beaucoup plus de sens. Et c'est d'autant plus crispant que la production nous ait imposé autant d'attentes. C'est incompréhensible. J'espère qu'un jour, ils nous donneront leur motivation. Et maintenant, on passe aux commentaires de Sylvaine. Bonjour Aurélie, bonjour à tous. Voici mes impressions sur cet épisode 9. Pour moi, c'est un bel épisode pour inaugurer cette deuxième partie de saison. Il y a beaucoup d'émotions. Et pour tout vous dire, même Neri, en femme blessée, m'a émue. Les larmes me sont donc souvent montées aux yeux. En fait, j'étais très touchée, voire bouleversée, par les deux thèmes qui s'entrecroisent tout au long de l'épisode, notamment celui des retrouvailles et celui des adieux. J'en arrive donc naturellement à ma scène top qui illustre parfaitement ces deux thèmes. Il s'agit de cette très belle scène de confidence entre Yann et son fils. C'est une scène qui m'a profondément remuée. Alors non seulement parce que l'interprétation de Stephen Cree est remarquable, son visage est si expressif et laisse percevoir de manière si subtile à la fois l'immense bonheur de retrouver petit Yann et la souffrance de la maladie, mais aussi parce que selon moi, elle sonne déjà comme une véritable scène d'adieu. Magnifique scène d'adieu, emplie de tendresse et d'amour, mais aussi de promesses de bonheur, et ce en dépit de la mort prochaine de Yann. Et je vous avoue que pour moi qui n'ai pas pu vivre de tels instants pour mes parents, eh bien cette scène a pris une résonance toute particulière, d'où mon choix. Enfin, je terminerai en disant que pour nous aussi, spectateurs, après avoir retrouvé des personnages ou des acteurs des saisons passées, il nous a fallu leur dire adieu, non sans, pour certains, ressentir un petit picotement au cœur. Rien qu'à t'entendre, en fait, j'ai à nouveau la gorge un peu serrée en repensant à cette scène, effectivement, entre les deux Yann, le père et le fils. J'avoue, je l'ai pas dit dans le décryptage, mais moi aussi, j'ai eu plusieurs fois la larme à l'œil, voire la gorge très nouée, et même en revisionnant l'épisode. En fait, je pense qu'effectivement, il se dégage une émotion du fait de la belle interprétation des acteurs, et j'ai peut-être pas assez insisté dessus, et tu le mentionnes, et c'est vrai que Stephen Cree, ouais, très très émouvant. Alors maintenant, on va écouter le commentaire de Joanie. Bonjour Aurélie et les addicts, c'est Joanie. J'ai pensé cette année mettre en lumière les touches humoristiques qui sont présentes et puis qui donnent un bel équilibre, tous les drames qui peuvent se passer dans Outlander. Cette année, j'adore le duo Buck et Roger dans leurs aventures, toutes ces pensées, là, quand ils pensent est-ce qu'il y a des scarabées au paradis, je dois pas être mort, j'ai tellement mal à la tête, des choses comme ça, je trouve ça rend leur duo attachant. La boue aussi où Yann perd, on réalise à quel point il est malade, mais il va faire des petites blagues là, pour détendre l'atmosphère, pour parier sur la date de sa mort, ou plus tard il va dire à son fils, ouais, un chien ça te garantit pas une épouse. Il y a une blague aussi, tout le bout devant les écuries là où Jamie et Claire se parlent, là, il fait des blagues sur les pommes, puis quand il parle de Léry, puis avec qui elle couche, puis c'est vraiment amusant. Puis même dans les bouts très tristes, comme dans le bout dans la forêt, quand Jenny est tellement abattue qu'elle crie, puis à la fin, quand Jamie va la voir, puis il demande si... non, je pense qu'elle a dit, je pense que je vais aller habiter moi aussi dans la grotte, puis il dit, je te le recommande pas, c'est froid et humide. Puis même devant le contrat, il parle de Ned Gowen, puis tout le monde, on se dit, quoi? Il est encore en vie, lui? Ça se peut pas. J'adore cette série.
Et moi, j'adore tes commentaires, Joanie, parce que tu fais toujours le contrepoint et je crois. Alors, t'as décidé que ce serait ta marque de fabrique pour tes commentaires sur ces épisodes de la deuxième partie, mais c'était déjà un petit peu ce que tu faisais déjà par les saisons passées. Et effectivement, on classerait pas forcément Outlander dans le genre comique, mais il y a toujours des petites touches et ça, effectivement, c'est très fidèle à l'écriture de Diana Gabaldon, même si effectivement dans la série, il joue un peu plus sur le côté dramatique. Il n'oublie pas, quand c'est possible, de mettre des petites touches comme ça, humoristiques. Et merci de les avoir mentionnées pour nous. Alors, on passe aux commentaires de Marianne maintenant. Épisode entre amour, humour, déchirement et tristesse, la sève d'Outlander. Ce qui m'a beaucoup plu dans cet épisode, ce sont tous ces duos, 9 au total, qui font avancer l'histoire et qui posent les bases pour la suite. Roger et Buck, Jimmy et Claire, Yann et son père, Lyrie et Jamie, Roger et Brian, Jamie et Joanie, Claire et Jenny, Jamie et Jenny, Yann et Jenny. Les 2 passages qui m'ont le plus bouleversée, le cimetière avec Jenny et petit Yann, et le départ dans la cour de Lallybroch, quand Yann père apparaît en tenue d'Highlander. Je comprends le choix des scénaristes pour cette scène, d'écarter un peu Claire et Jamie, et laisser une grande place à Yann. Mon top, les portes de Lallybroch, tellement bien fait que j'ai cru voir Roger face à Jamie. Merci Marianne pour ton commentaire. Effectivement, tu les as notés, donc 9 scènes, 9 duos. C'est 2 à 2, enfin c'est huis clos en fait, entre 2 personnages. Ça prouve à quel point l'ambiance a été voulue intimiste par les auteurs lorsqu'ils ont écrit l'épisode. Hein. On est loin des grands repas de famille festifs joyeux ou des grandes batailles, etc. Beaucoup plus intimiste, mais je crois que l'épisode le méritait. Un épisode, comme le disait Sylvaine juste avant, hein, sur le thème des retrouvailles et des adieux, donc ça colle vraiment super bien. Alors maintenant, on va écouter Michel R. Ce n'est pas la Michel que vous aviez l'habitude d'entendre, c'en est une autre. J'ai choisi de parler de Yann Père. C'est l'acteur qui m'a le plus ému dans l'épisode 9. Au premier plan, les retrouvailles avec sa famille exilée, Jamie, Claire et petit Yann. Tous les 3 sont surpris par l'état du malade, par l'avancement de la maladie. La prise de conscience est brutale. J'ai adoré le tête-à-tête entre les 2, Yann, l'intérêt du père, son amour, et les réponses parfois naïves de petit Yann, mais aussi ses confidences concernant son fils qui vit chez les Indiens et Rachel, son amoureuse. Après un échange si chaleureux, Yann ne veut pas quitter son père avant la fin. Mais Yann père veut, lui, que son fils reparte en Amérique pour y régler à son tour ses affaires en souffrance vis-à-vis de Rachel. Comme Jamie et Claire, l'Amérique est devenue son pays. Dernier gros coup de cœur, l'arrivée de Yann dans la cour pour saluer Claire et Yann. Tous savent que ces étreintes sont les dernières. Merci Michel. J'aime bien que tu mentionnes le fait que Yann fils, enfin le petit Yann, a également des affaires en souffrance, mais de l'autre côté de l'océan. Donc en fait, il fait des allers-retours pour régler les petites choses, et il se rend certainement compte qu'effectivement, il n'est pas allé au bout de ce qu'il devait faire en Amérique. Alors maintenant, on va écouter Aline. C'est pas un top ni un flop, mais une interrogation. Pourquoi Jimmy dit au début, en allant à Lallybroch, un orage se préparait, pas un orage de ce monde, mais un orage de ma propre création. Lui qui n'a fait que défendre sa famille. Oui, tu fais très bien de relever cet élément de la narration en tout début d'épisode. J'avoue que je me suis moi-même posé la question. J'ai pas de réponse toute faite, alors si d'autres addicts ont envie de répondre à Aline dans le chat ou en commentaire de la vidéo, surtout allez-y. Moi je dirais qu'il parle de Lyrie, du fait qu'il se sent coupable d'avoir finalement épousé cette femme pour les mauvaises raisons.
et il savait qu'il fallait qu'il revienne vers elle pour s'expliquer, pour s'excuser, et puis faire ce qu'il a finalement fait dans l'épisode. Ça, c'est mon hypothèse, je suis pas sûre que ce soit exactement ça. En l'écoutant en début d'épisode, on avait plutôt l'impression que c'était quelque chose d'assez immense, de grand, enfin de plus fort que lui, qui le dépasse presque. Et donc l'explication Lyri me semble peut-être un peu faible par rapport aux mots qui ont été choisis dans cette voix off, ou dans la lettre en tout cas que Jamie écrit à Brianna. Je ne sais pas. Alors à vos commentaires et à vos hypothèses. Et maintenant, on passe aux commentaires d'Antonia. Bonjour Aurélie, bonjour les addicts, c'est Antonia. Je vais vous parler de la Librock, mais surtout de la chambre du Lord. Cette belle pièce emblématique, tout en camailleux de bleu, avec sur les murs ses décors de chardon. Elle est remplie de bons et de mauvais souvenirs pour Jamie et Claire. Tout d'abord l'épée viking de son père. Enfant, Jamie aimait se cacher sous le lit pour la toucher. Le livre de celui-ci posé sur un meuble. Le Lord, complètement saoul, est plus lourd qu'un éléphant. Premier endroit où ils se sont dit « je t'aime » et cela reste inchangé depuis. Cette pièce a également gardé leur intimité. Que dire de l'éruption de Lyri proférant des injures sur Claire, puis des explications magistrales entre eux, se finissant par une gifle, une lutte, un baiser et un seau d'eau. Colère et honte tout à la fois, surtout pour Claire. Ces murs sont témoins des malheurs et de quantité de bonheur. Le cœur de Jamie sera toujours là où se trouve Claire. Bonne soirée, merci, à bientôt. Waouh, Antonia, comme c'est bien dit. Merci d'avoir mis en lumière cette chambre si symbolique dans la Librock, qui est déjà un lieu très symbolique. Et puisque tu parles décor, j'ai pas du tout mentionné, et ça vous pouvez retrouver des détails du coup sur mon site internet dans l'article qui est consacré à l'épisode 9, puisque j'ai retranscrit les éléments qui ont été fournis par Stars. C'est des anecdotes de production en fait, et il y a toute une partie qui est consacrée au décor de Lady Brock et notamment aux fresques qu'a réalisé le designer de production. Alors ça passe un peu inaperçu puisque la caméra s'arrête pas forcément dessus dans l'épisode, mais vous verrez la reproduction d'une fresque avec une licorne qui est poursuivie par des loups, je crois, et puis aussi cette licorne un peu plus loin qui est mise à terre par le loup. Enfin, il y a toute une symbolique qui a été voulue par les designers de production. Vous retrouvez tous les détails sur mon site, c'est super intéressant à lire. Et je vous propose d'écouter maintenant le commentaire de Nadine. Bonsoir tout le monde. Alors comment faire? Il y a tellement de choses à dire sur ce premier épisode tant attendu. Alors je vais suivre les conseils d'Aurélie et vous parler seulement un peu de ce duo atypique formé par Roger et Buck. Je les ai trouvés tellement touchants et je suis certaine qu'ils réussiront leur mission de retrouver le petit Jem, mais ils vont avoir besoin de beaucoup de courage pour affronter toutes les situations et les dangers qui les attendent. J'ai beaucoup aimé aussi les monologues de Roger, teintés d'humour et d'ironie. J'aime beaucoup ce personnage et j'ai eu plaisir à le voir pas mal de fois dans cet épisode. Merci encore Aurélie pour ton travail. Bonne soirée les addicts. Merci à toi Nadine, fidèle des débuts. Effectivement, tu mets en lumière Roger et Buck, ce duo improbable. On sait qu'on va les revoir dans la suite de la saison. Et oui, effectivement, les prémices de ce qu'on voit de leur quête là dans cet épisode donnent très très envie de voir la suite. Et oui, j'en ai parlé, les monologues de Roger, les monologues intérieurs, toutes ses pensées. Je trouve que ça apporte aussi cette touche d'humour dont parlait Joanie tout à l'heure. Et pour le dernier commentaire, la dernière note vocale, on écoute Isabelle. Bonjour, c'est Isabelle, et voici quelques petites impressions sur cet épisode. Cette fois-ci, c'est la voix off de Jamie qui nous accueille en Écosse et celle de Roger qui guide nos pas. C'est toujours un moment spécial lorsque Claire dévoile son secret, comme la version silencieuse avec Murdoch à Paris. Face à la famille Murray, il n'y a aucune réaction. Je m'attendais à ce que Jenny lui dise « Ah, c'est pour ça qu'il fallait que je plante des patates » ou que tu m'as dit que la guerre allait arriver. Mais non, il se passe rien, c'est un coma général. C'est vraiment dommage.
Ah, le coup de la porte. Le réalisateur Jonathan Demme avait déjà fait la surprise, et là, je suis bien certaine que Jamie n'ouvrira pas la porte de la Librock. D'un coup, je repense à Lot et Graham. Est-ce qu'on pourrait être à une époque où ils sont encore vivants? Et si c'était petite Jamie qui nous ouvrait? Waouh, c'est son père. J'en ai frissonné de la tête aux pieds. Brian Fraser. La voix off de Roger fait écho à la mienne. Mais qu'en sommes-nous? Et cette belle surprise finale de voir Gaylis. Un des meilleurs moments pour moi, c'était Ian, père et fils. Steven m'a tellement émue. Dès les premiers instants, j'ai déjà les larmes aux yeux. Il nous a fait une interprétation tellement juste, tellement émouvante. On avait juste à regarder son visage. Merci Steven. Puisse Steven Cree t'entendre, Isabelle, et nous entendre. J'espère que certains d'entre nous auront l'occasion de lui dire tout le bien qu'on pense de son interprétation lors de la LandCon à Paris au mois d'avril. Eh bien, je vous remercie toutes pour vos notes vocales, vos réactions, vos analyses et vos ressentis apportent une vraie richesse à ces décryptages. C'est toujours un plaisir pour moi de vous entendre et d'échanger avec vous à travers ces audios. Continuez à partager vos pensées, c'est ce qui rend cette communauté aussi vivante et passionnante. Alors maintenant, il est temps de conclure ce décryptage et de faire le bilan de cet épisode. On se retrouve tout de suite pour la dernière partie. Et je vous livre ma conclusion pour cet épisode qui marque un véritable tournant dans l'histoire de nos personnages avec des séparations qui, si elles sont douloureuses, façonnent aussi leur avenir. Chaque adieu n'est pas simplement une rupture, mais une transmission de valeurs, de souvenirs et d'héritages qui continueront à influencer ceux qui partent comme ceux qui restent. L'épisode se termine avec un sentiment d'incertitude. Claire et Jamie sont séparés, encore une fois. Et comme nous le savons, rien de bon ne se produit lorsqu'ils sont éloignés l'un de l'autre. Le lien entre ces deux âmes sœurs est leur force, et leur séparation laisse planer une menace que nous pouvons ignorer. Et puis il y a ce dernier plan troublant, le visage et la musique de Gaylis à la fin de l'épisode. Une mise en scène qui semble présager des moments étranges et inquiétants à venir. La série a souvent utilisé ce type de clin d'œil pour annoncer des événements cruciaux, et cette conclusion ne fait pas exception. L'épisode sème aussi des petits cailloux qui pour l'instant restent inexploités. On apprend par Murray père qu'un ferryman, un homme habillé bizarrement, a été aperçu dans la campagne. Alors c'est une indication un peu intrigante qui semble faire référence à Rob Cameron, car Buck, lui, est vêtu en accord avec son époque. Et puis d'ailleurs, le fait que juste après Jenny, la jeune Jenny, apporte des nouvelles de Buck semble confirmer que ce n'est pas de lui dont il s'agit. Brianna traverse un moment difficile et pourtant son intrigue n'est pas très consistante dans l'épisode. On n'a aucun indice sur ce qui l'attend pour la suite. Elle est seule avec Mandy et c'est tout ce qu'on sait. Son avenir reste flou. On espère que les prochains épisodes lui accorderont plus de développement. Et en fin de compte, cet épisode nous rappelle pourquoi nous sommes tant attachés à ces personnages. Leur lutte, leur choix, leur sacrifice résonnent profondément car ils illustrent des dilemmes universels. Protéger ce qu'on aime, savoir lâcher prise, accepter que certaines décisions sont irréversibles. Mais c'est peut-être ça la force d'Outlander, sa capacité à nous faire vivre ces moments de transition où le passé et l'avenir s'entremêlent, où la douleur des séparations se mêle à l'espoir des nouveaux départs. Les personnages que nous aimons tant continuent leur route, portant avec eux les cicatrices de leur passé et les promesses de leur avenir, et nous spectateurs, nous les suivons, le cœur serré mais impatients de découvrir ce que le destin leur réserve. Envie de prolonger l'aventure Outlander avec moi? Si vous aimez mes décryptages et que vous voulez soutenir mon travail afin qu'il puisse rester totalement gratuit sur la plateforme YouTube, vous pouvez me retrouver sur Patreon. En rejoignant la communauté, vous aurez accès à des contenus exclusifs, des discussions approfondies et bien plus encore, et je pense notamment à de multiples traductions de vidéos, interviews sur la saison 7B, que ce soit la promotion ou des introspections ou des interviews d'acteurs au sujet des épisodes. Vous pouvez me retrouver ici, sur mon Patreon, là. Et puis retrouvez-moi aussi sur Instagram, Facebook, et puis YouTube, vous connaissez, et là, il ne faut pas oublier de s'abonner. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, quel moment vous a le plus marqué. On en parle ensemble. Merci à tous pour votre fidélité et votre enthousiasme. Vous êtes les meilleurs. Et je voulais dire un énorme merci aux addicts officiels. Si ces décryptages existent, c'est en grande partie grâce à ma communauté Patreon.
Donc un immense merci à tous ceux qui m'y soutiennent et qui permettent à mes contenus d'exister et de rester accessibles à tous. Votre engagement me touche énormément et me donne chaque jour l'envie de continuer à creuser, analyser, traduire et partager ma passion pour Outlander avec vous. Si vous souhaitez rejoindre cette aventure et devenir un addict officiel, c'est très simple. En fonction du palier choisi, vous aurez accès à du contenu exclusif, vidéos sans publicité, quiz de mes créations, discussions privées, visio, vote pour orienter certains de mes contenus et bien plus encore. Pour en savoir plus, rendez-vous ici www.deveniraddictofficiel.com. Encore merci pour votre enthousiasme et votre fidélité. Vous faites partie intégrante de cette aventure et je suis fière de cette belle communauté que nous avons construite ensemble. On se retrouve très vite les addicts. Prochain décryptage dans 2 semaines. Prenez soin de vous.